France Info Soir, l'invité, Agathe Lambray. Bonsoir Marc Fesneau. Bonsoir. Vous êtes président du groupe des députés MoDem, ancien ministre de l'Agriculture. Vous êtes l'un des plus proches de François Bayrou. Et justement, avant l'audition parlementaire du Premier ministre dans l'affaire des violences à l'école Bétharram, audition qui a eu lieu hier soir, vous disiez être certain qu'il viendrait éclairer les faits. Je ne sais pas si vous avez lu Libé aujourd'hui, mais la une, c'est Bayrou sur Bétharram, la stratégie de l'embrouille. Est-ce que c'est raté ? Non, mais on n'est pas obligé de lire qu'un titre de presse. C'est d'ailleurs tout l'avantage du pluralisme de la presse et du pluralisme des médias. Non, je ne partage pas du tout l'opinion qui est celle qui est exprimée dans ce journal, mais qui n'est pas exprimée dans d'autres. Au fond, François Bayrou a pu longuement, puisque c'est une audition qui a duré 5h30, de rétablir la vérité des faits, rétablir aussi les embrouilles qu'avaient essayé de mettre un certain nombre de gens autour de la chronologie des faits. Et j'ai trouvé qu'en face de cette volonté de répondre à ces faits, et je crois que François Bayrou aurait aussi souhaité parler du fond de l'affaire, c'est-à-dire de comment on fait en sorte que dès Bétharram, parce qu'il y a Bétharram, il y a tous les autres établissements en France qui posent question en ce moment, on aurait pu faire mieux, et surtout comment on peut faire mieux désormais. Il n'a pas beaucoup parlé des victimes. Mais c'est... Pardon, il aurait voulu même faire un propos liminaire, mais vous voyez bien que c'était j'ose pas dire... la Sainte Inquisition, mais c'était quand même un tribunal de nature stalinienne qui s'était mis en place et qui n'avait qu'un seul objectif, c'était de mettre en défaut le Premier ministre, comme s'il était lui le coupable, comme s'il était lui l'agresseur, et comme s'il était lui celui qui avait couvert quoi que ce soit. Nature stalinienne ? Oui, c'est une nature stalinienne. Je pèse mes mots, oui, parce que... D'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir exprimé, parce que quand vous avez des gens qui viennent chercher dans vos souvenirs d'il y a 30 ans, pour savoir si vous avez rencontré quelqu'un dans sa cuisine ou sur un chemin, je vous mets au défi, vous, comme nous tous, autour de cette table, de vous souvenir précisément de ce que vous avez fait il y a 30 ans, le jour venu, sauf si vous avez un agenda que vous avez gardé, et de savoir dans quel lieu, à quel endroit est-ce que vous avez dit, et combien de temps vous avez vu les gens, en quoi ça aide à comprendre ce qui fait que, collectivement, quelque chose a échappé dans un certain nombre de ces établissements. Et que deux, en permanence, les rapporteurs et les co-rapporteurs ont reformulé ce que ne disait pas François Bayrou, au point d'ailleurs qu'il est obligé à chaque fois de dire « ce n'est pas ce que je vous ai dit ». Et que vous avez même d'autres auditions où manifestement le compte-rendu n'est pas conforme à ce que la personne a dit, vous posez singulièrement des questions, et je trouve qu'il y a quelque chose qui est dévoyant de ce qu'est une commission d'enquête. De toute façon, M. Vanier et son orchestre, si vous me permettez cette expression, et sa meute, avaient décidé de se saisir de l'occasion pour essayer... Le co-rapporteur insoumis de la commission. Oui, pour essayer de faire chuter François Bayrou. C'est pas nouveau, et on ne découvre pas aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin d'être de bonne foi à LFI et de chercher la vérité pour essayer de démolir les gens. Vous êtes d'accord avec le Rassemblement National aujourd'hui, Marc Fesneau, parce que Sébastien Chenu a jugé que cette audition était un procès de Moscou qui n'avait d'autre objectif que de coller une balle au Premier ministre et en coller une autre à l'enseignement catholique. Je cherche pas mes ordres et ma pensée au Rassemblement National. Il n'y a pas que le Rassemblement National qui l'a dit, il y a beaucoup de gens qui se sont émus, parfois en on et parfois plus en off, de la façon dont s'est déroulée cette audition. Moi, ce qui me gêne, c'est que vous salissez l'honneur des gens, vous mettez le poison du doute, et après, vous voyez, le temps qu'il faut, l'énergie qu'il faut pour simplement rétablir la vérité des faits, la chronologie des faits. C'était utile que François Bayrou le fasse, parce qu'il y a un moment, ça suffit aussi. Mais je trouve, moi je vais vous dire, hier, j'ai pensé à la fin de l'audition, j'ai pensé aux victimes. Je me suis dit, qu'est-ce que ça leur a appris ? Parce que jamais les victimes n'ont dit que Bayrou était coupable de quoi que ce soit. Ils ont dit, il y a un système global qui a duré bien après Bayrou, qui a sans doute existé avant Bayrou et qui a fait que la parole s'est pas libérée, les inspections n'ont pas donné les attendus. Le seul qui a demandé une inspection, je le rappelle, sur cette affaire, c'est François Bayrou. Rien avant, rien après. Et je ne fais grief à personne, c'est juste que, manifestement, il y a un dysfonctionnement. Et pour les victimes, il n'est pas intervenu comme certains auraient voulu qu'il intervienne à l'époque. Même sa fille, François Bayrou, la fille de François Bayrou, Hélène Perlan, a dit dans Le Monde hier, juste avant cette audition, qu'il se débrouille. Maintenant, il a les épaules pour ça. Comme si... elle fait partie des victimes, Hélène Perlan. Comme si elle demandait à son père de faire mieux qu'à l'époque, finalement. Non, mais je pense que c'est... Il l'a d'ailleurs dit dans son audition. Il y a une prise de conscience collective. Il y a 30 ans, la première circulaire qui dit qu'on n'a pas le droit de recourir à la violence en milieu scolaire, c'est Bayrou qui l'a produit. Ça veut dire qu'avant, c'était toléré. La loi qui a soutenu François Bayrou pour interdire les violences, ce qu'on appelle éducatives ordinaires, c'est-à-dire le droit qu'on a de donner, ou qu'on croyait le droit d'avoir, de donner une gifle ou une fessée à un enfant, c'est le groupe MoDem qui l'a porté avec le soutien de Bayrou. Reconnaissons qu'il y a 30 ans, les sujets n'étaient pas posés de la même façon. Et donc, je trouve que c'est bien que François Bayrou ait pu éclairer cette question. J'aimerais que la commission, à l'issue de ses travaux, j'ai des doutes, parce que vous voyez bien comment il fonctionne et comment tout ça est orchestré, mais j'aimerais qu'elle
nous disent ce qui permettrait que plus jamais nous n'ayons face à nous des victimes qui disent « mais pourquoi vous n'avez rien fait ? Pourquoi vous n'avez pas vu ?» Parce que c'est ça le sujet principal. Pour l'instant, le co-rapporteur de la commission, Paul Vannier, estime toujours que le Premier ministre a menti. Il était ce matin sur France Info, écoutez. François Bayrou a menti à l'Assemblée nationale lorsque plusieurs parlementaires l'ont questionné très directement sur son niveau de connaissance de ces violences physiques et sexuelles à Betaram. Il a menti car hier, il reconnaît enfin être informé. François Bayrou, grâce au serment, reconnaît que ses déclarations devant les députés, devant les victimes, ces derniers mois, étaient mensongères, étaient fausses, étaient inexactes, des déclarations qu'il a beaucoup fait varier. François Bayrou reconnaît qu'il a menti, dit-il. Que lui répondez-vous, Paul Vannier ? Mais pardon, je ne vais pas m'abaisser à répondre à des gens qui font un procès politique. Enfin, je veux dire, la démonstration a été faite hier. François Bayrou n'a pas menti. Il a répondu des éléments qu'il avait en sa possession. Quand on vous interroge à l'Assemblée nationale pour dire il y a 30 ans et que vous ne savez pas quelle est la nature de la question, je vous mets au défi de répondre précisément. Mais vous savez bien qu'il y a un gendarme qui contredit la version de François Bayrou, une lanceuse d'alerte, ex-professeur de mathématiques qui dit qu'il avait prévenu François Bayrou, le juge Mirand. Je crois qu'il a répondu à toutes ces questions hier et toutes les précisions qui étaient utiles avec le recul qu'il a désormais de 4 mois où il a pu aller rechercher, non pas seulement dans sa mémoire, rechercher des traces écrites. Donc il faut qu'on arrête, parce que ce poison-là, c'est pas le poison de François Bayrou, c'est le poison politique et le poison de la société, le poison du doute et de, comment dirais-je, du doute qu'on instille dans la société sur des choses qui ne sont pas vraies. J'entends bien. Est-ce que vous ne craignez pas, parce que cette affaire est quand même complexe, à moins d'être plongé dans le dossier, tout le monde n'en maîtrise pas tous les ressorts, vous ne craignez pas qu'on ne retienne qu'une chose finalement, que l'opinion ne retienne qu'une chose, c'est que François Bayrou a menti ? Mais c'est exactement ce que c'est de faire la France insoumise, c'est-à-dire d'instiller ce doute. Écoutez, moi je pense que dans la vie publique, et pour la salubrité publique, il est important de rétablir la vérité, et c'est ce qu'a fait Bayrou hier, c'est ce qu'on va continuer de faire. Mais est-ce que j'attendais que M. Vannier dise c'est formidable, je suis d'accord avec lui. Vous y attendiez. Tout était à charge. Pas question de démissionner de Matignon aujourd'hui, pas question de présenter des excuses. Mais vous plaisantez. J'espère qu'on plaisante collectivement. Là, les écologistes demandaient la démission de François Bayrou il y a quelques jours. De quoi est-il coupable dans cette affaire-là ? Je veux dire, il faut quand même être un peu sérieux, parce que là, on est dans un sujet où on est en train de jeter à la vindicte populaire un homme, son honneur, et globalement. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre dans l'atmosphère une accusation et ça deviendrait vérité. Et à un moment, il faut rétablir les faits, c'est ce qu'a fait François Bayrou. Et je m'en réjouis, et tout le monde a vu qu'hier, nous avions des co-rapporteurs, un co-rapporteur singulièrement, qui avait décidé, on va se dire le mot, de se faire Bayrou. Bon, il a échoué dans sa tentative. C'était son seul objectif, se faire Bayrou. Si vous avez détecté autre chose que cela, et autre chose que de décortiquer ce qui fait que dans un mécanisme de 40 ans, Betaram, c'est 40 ou 50 années, quelque chose a dysfonctionné. Et dans ces 40 ou 50 années, il y a 4 années où Bayrou est ministre de l'Éducation nationale. Et par ailleurs, il y a tous les premiers ministres et les ministres de la Justice qui se sont succédés. Ça mériterait mieux et ça méritait mieux. Et je suis content que François Bayrou ait pu essayer d'élever un peu le niveau. Marc Fesneau, le référendum sur le budget envisagé par François Bayrou a été enterré par le président lors de son émission sur TF1. Emmanuel Macron qui s'est permis un petit recadrage institutionnel. La fiscalité, le budget, c'est une compétence du Parlement, pas un objet de référendum, a dit le président. Donc il est enterré, ce référendum sur le budget. J'ai pas la même lecture que vous. Tout le monde sait que le budget... Vous ne soumettez pas, mais oui. Alors, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que François Bayrou n'a jamais dit qu'il soumettrait le budget à référendum. C'est la prérogative du Parlement. Je vous alerte sur le fait que nous avons un Parlement qui est légèrement émietté et que nous sommes déjà à 2 ou 3 épisodes où c'est par voie du 49.3 que le budget a été adopté. Là, vous répondez au président. C'est-à-dire que le Parlement a quand même une voix au chapitre de façon... relative, on va dire ça comme ça, me semble-t-il. Donc la situation de blocage fait que de toute façon, le Parlement, comme il n'y a pas de majorité, c'est très compliqué de le faire passer par un simple vote. Bon, mais la loi... Donc vous ne renoncez pas à cette idée de référendum sur les comptes publics. Je vois bien, et d'ailleurs François Bayrou manifestement a eu raison de poser ce sujet, parce que dans les choix de référendum sur lesquels les Français ont été interrogés par voie de sondage, vous avez 2 sujets qui sortent en tête. La question budgétaire et la question immigration. Qu'on pose une question budgétaire. Il y a 2 voies. Vous pouvez poser la question de est-ce qu'on fait une règle d'or ? Ça, c'est l'article 89, il faut modifier la Constitution. Puis il y a une autre voie, c'est est-ce qu'on se met d'accord sur une trajectoire ? Le budget en tant que tel, vous n'allez pas soumettre à un référendum un document qui fait 2000 pages. Il n'est pas question de ça. Ça n'a jamais été ça dans l'état d'esprit de François Bayrou. Donc, c'est quoi alors ? Mais c'est, pardon d'être offensant, mais vous ne m'avez pas écouté.
Article 89 de la Constitution, vous modifiez en disant il y a une règle d'or, c'est l'équilibre budgétaire. Article 11 de la Constitution, vous dites voilà les grandes trajectoires sur les 10 années qui trajectoire de dépenses sociales, trajectoire de dépenses retraite, trajectoire de dépenses publiques, trajectoire de dépenses des collectivités. C'est pas le budget, ça. Donc c'est il les n'a trajectoires. pas enterré son idée, donc il maintient je vous son dis idée. moi ce qui est mon point de vue. J'ai pas comment dirais-je, échangé avec François Bayrou sur cette question depuis. Mais depuis le début, je sais que ce n'est pas la question de soumettre le budget, mais c'est de soumettre la question budgétaire. Il faut que l'Assemblée nationale puisse se saisir du budget, en sachant un peu peut-être, je trouve que ça serait une bonne idée, en tout cas ce qu'en pensent les Français, en tout cas c'est ce qu'ils réclament manifestement. On vous entend, Marc Fesneau. Vous disiez aussi avant la prise de parole du président mardi soir, je pense que les Français ont envie d'être consultés. Ils ont dû être déçus, les Français, non, après les propos du président? Peut-être, mais moi j'ai trouvé normal que le président de la République, on lui aurait reproché... Il est resté très flou sur le référendum. Mais parce qu'on a besoin aussi de travailler, parce que je crois que le président de la République n'a pas envie de faire quelque chose où on dirait c'est superfétatoire ou c'est accessoire. Qu'il faut trouver un chemin où on pose des questions qui soient des questions qui ne peuvent pas passer par la voie parlementaire. D'ailleurs, il a ouvert éventuellement quelques sujets. Et deux, qu'on les pose sans que ça donne le sentiment d'une manœuvre. Et donc, ça fait 8 ans qu'il parle de référendum, mais il faut encore y travailler. Ça fait depuis 8 ans, il a dit qu'il a éventuellement, il se servirait de la voie référendaire. Il a parlé mais vous de savez toujours pas. Non, mais c'est pas pavlovien. On n'est pas obligé de dire j'ai rien à dire, je fais un référendum. Le président de la République a indiqué à la fin de l'année dernière qu'il souhaitait que les Français soient consultés sur un certain nombre de sujets. Nous sommes le 15 mai et je ne doute pas que nous cheminerons collectivement pour voir les référendums sur lesquels on peut consulter les Français. Juste, il n'y a pas du rififi au sommet de l'État parce que l'entourage du président et la presse rapportent très souvent l'impatience d'Emmanuel Macron qui avait demandé notamment en mars à François Bayrou des propositions pour réarmer le pays et il n'a toujours pas ses réponses. Quant aux orientations du budget, eh bien, elles seront annoncées d'ici au 14 juillet. Est-ce que le Premier ministre ne prête pas aussi un peu le flanc au procès en immobilisme? Moi, je vois les textes qui ont été adoptés. Alors, par ailleurs, vous connaissez comme moi les questions budgétaires. Vous avez déjà vu une question budgétaire et un travail budgétaire qui soit fait à partir du mois d'avril? Vous trouvez qu'on n'est pas plutôt très en avance de phase? Donc, il est dans les règles de l'art? C'est quand même mieux qu'on prenne le temps et qu'on ait un travail très exploratoire en amont pour qu'on puisse documenter ce qu'il y a à faire pour le budget. Je rappelle que le budget, généralement, on en a les attendus le 15 août. Vous me dites 14 juillet, c'est très tard. Non, c'est juste un mois plus tôt que d'habitude. Et par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que quand François Bayrou est arrivé, même si ça paraît anecdotique, nous n'avions pas de budget, nous en avons un. Il y avait un certain nombre de lois qui étaient en attente, loi d'orientation agricole et autres. La question du narcotrafic, tous ces textes-là ont avancé. Alors ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait parce qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité absolue. Et donc les temps parlementaires sont beaucoup plus longs. Et ça, il faut qu'on se prenne en main à l'Assemblée nationale pour aller plus vite. Et il y a du rififi au sommet de l'État ou pas? Il n'y a pas de rififi au sommet de l'État. Enfin, je veux dire, je sais que ça alimente les gazettes, mais je ne perçois pas de rififi au sommet de l'État. Merci beaucoup Marc Fesneau, président du groupe.